Bonjour à tous et à toutes. Je suis désolée, je vois bien qu'il y a des velléités de pause, mais ce n'est pas tellement prévu dans le programme, donc on va enchaîner si vous voulez bien reprendre vos places. Un des intervenants va arriver avec un petit peu de retard, donc voilà, ne soyez pas surpris de cette chaise vide et de voir quelqu'un s'installer en cours de route, c'est prévu comme ça. Il s'agit en l'occurrence de Boléwa Sabourin. Je vais vous présenter donc les différents intervenants de cette seconde table ronde qui a pour terme donc sortir des lieux les nouveaux territoires de la danse, donc qui complétera opportunément les premiers échanges qui ont eu lieu tout à l'heure. Donc pour discuter de tout ça, on accueille donc Céline Gallet, membre du collectif FAIR, et puis co-directrice du CCN de Rennes et de Bretagne, CCN Centre chorégraphique national, s'il est besoin de le préciser. Cathy Bouvard, qui est directrice des ateliers Médicis. Christophe Chanu, qui est directeur depuis janvier 2023 de Espace Pluriel, scène conventionnée de Pau, qui est une scène conventionnée danse. Frédéric Ocard, qui est ici au titre de ses fonctions de président de la FNCC, Fédération nationale des collectivités pour la culture, mais qui est également élu à la ville de Paris et donc adjoint à la maire en charge des questions de tourisme et de vie nocturne. Et puis Caroline Besse, qui est responsable départementale des Francas du Val d'Oise et qui est également référente des problématiques EAC et patrimoine pour la région Île-de-France, pour le coup, toujours dans le cadre des Francas. Voilà. Donc, sortir des lieux, c'est évidemment avant tout sortir du bâtiment, de la salle de spectacle, mais c'est aussi la question de l'institution. On parle aussi de ces nouveaux territoires de la danse. Donc, ce sont des territoires qui peuvent être des territoires physiques, mais il y a aussi tous les territoires, les espaces symboliques qui croisent pour le coup les questions de populaire, de diversité, de capacité à s'adresser au plus grand nombre, mais aussi à des publics qui peuvent être définis de toutes sortes de manières, mais disons spécifiques, ou en tout cas des catégories de population avec des enjeux différents et un rapport à l'art différent. Donc on va essayer de balayer un petit peu tout ça. Dans un premier temps, peut-être voir voilà, l'acception la plus évidente de ce thème sortir des lieux, comment l'institution, les artistes, l'art chorégraphique peut se déporter, se déplacer, notamment dans l'espace public ou dans des lieux non dédiés au spectacle. C'est des choses que vous, Christophe Chanu, vous expérimentez et que vous avez l'intention de développer dans le cadre de votre direction d'espace pluriel. Vous avez notamment investi les Halles de Pau, et c'était, je crois, une expérience relativement intéressante que vous continuez à poursuivre. Comment vous avez fait ça, avec quels objectifs, et puis quels effets vous avez déjà relevés? Bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation. Effectivement, je suis à la direction d'Espace Pluriel de Pau, comme vous l'avez rappelé, que depuis le mois de janvier, mais dans tous les cas avec plein de bonne volonté et d'appétence pour être sur ce territoire. Il me semble important, pour être dans la continuité de ce qui a été dit tout à l'heure, de dire qu'effectivement, quand on dirige un projet, un lieu et un projet d'établissement, on a des envies, des désirs et il y a un principe de réalité. Pour moi, et si j'ai fait candidature à ce lieu, c'était en énonçant un principe de volonté, de rêverie peut-être bien sûr, parce que ça fait du bien de rêver, et l'insère dans un principe de réalité, de se dire à un moment donné, il me faut laisser du temps pour comprendre la population et la ville dans laquelle je suis. Pau est une ville de 80 000 habitants, 240 000 avec l'agglomération. Il est important pour moi de comprendre, de me situer par rapport à cette ville, pour comprendre son histoire et pour comprendre la relation que j'allais pouvoir tisser avec les habitants. Voilà. Avec l'idée que cette ville, et je le savais, était et encore d'ailleurs, en renouvellement urbain, réhabilitation urbaine, avec une urbanisation particulière où, un peu comme dans pas mal de villes, on détruit des tours, on réhabilite, on repaysage la ville. Il y a un grand chantier qui est en cours, et je me suis dit, voilà, comment on retisse le lien par rapport à la danse avec ça. C'est un peu le point de départ. C'est le point de départ, mais aussi parce que le projet il est très situé à Pau. Et ça me semble important, c'est un contexte. Le contexte, il est le suivant, et rapidement, Espace Pluriel existe depuis des années, a existé pendant des années dans un théâtre, le théâtre Saragosse, dans un quartier particulier, en politique de la ville, voilà, en périphérie, avec tout ce que ça comporte. Et depuis octobre 2022, est sorti de terre un
théâtre, une réhabilitation avec un lieu qui s'appelle le Foirail. Foirail pour foire à bétail, c'est un ancien lieu de vente de bestiaux, qui est maintenant une salle de spectacle, la salle qu'il manquait peut-être à Pau, puisque Pau a souvent été, on l'a souvent qualifié, d'oublié de la décentralisation, pas de CDN, pas de CCN, pas de scène nationale, etc., etc. Donc c'est un peu la salle qui manquait. Donc la conjonction de cette arrivée de ce grand théâtre avec ce grand plateau, du théâtre Saragosse qui est toujours là où nous sommes toujours, et cette réhabilitation urbaine m'ont convaincu qu'il fallait essayer et tester des choses. C'est là-dedans que ça se joue, effectivement, cette envie d'essayer et d'aller vers les publics. Et évidemment, par rapport à ce qu'on a entendu dans cette première partie, il y a cette question d'accueillir bien tout ce qui a été dit effectivement dans ce premier temps de débat. Mais pour moi, il y a aussi un deuxième niveau, et c'est là où on avance, c'est comment aller vers les publics. Et moi, je dis souvent comment aller vers les habitants, puisque je parle plus d'habitants que de public, que de spectateurs, qui est déjà un prérequis quelque part. Donc je parle de la relation aux habitants. Donc oui, vous le disiez, aller dans les halles de Pau. C'est en plein centre-ville. C'est un lieu en plus architecturalement qui est très intéressant pour la danse, pour y poser des projets, mais comme des bals en plein air. J'ai ouvert ma saison par un bal. Voilà, par cette envie d'habiter la ville, d'être en connexion avec la ville et avec les habitants. Voilà. Donc c'est comme ça que je commence ce projet depuis janvier, que j'essaye, que je tente et que je vais continuer. Parfait, merci beaucoup. Sur cette question du bal, oh là là, Frédéric Coquart, je me tourne vers vous, et de l'art dans l'espace public, justement en tant que représentant des élus, c'est des sujets qui peuvent aussi se poser, puisque c'est des questions évidemment de circulation, d'autorisation, de soutenir ou non divers projets de ce type. Pardon. Est-ce qu'il y a des expériences, vous, intéressantes que vous avez envie d'évoquer ici, ou disons une position, en tout cas une posture de la FNCC sur cette thématique de la sortie des lieux, d'encourager la sortie des lieux? Je dirais, bonjour à tous et à toutes déjà, que quand on réfléchit comme élu à une discipline, à la danse, à une esthétique, à un art, en plus avec un titre que vous avez choisi de rencontre qui s'appelle Populaire, point d'exclamation. La première question, c'est comment est-ce que se pratique cet art au niveau de son territoire. Je dirais d'une certaine manière, la danse, oui, elle sort énormément des lieux de danse. Tous les week-ends, il y a des centaines de milliers de personnes qui pratiquent la danse dans ce pays. Tous les étés, il y a des centaines, des millions de personnes. Il y a des fest-noz, des fêtes votives, il y a des boîtes de nuit, il y a des clubs. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que, je dis ça un peu, entre guillemets, comme ça, pour pousser un peu et puis pour mener le débat là-dessus, c'est que la pratique de la danse est quand même quelque chose d'extrêmement répandu du point de vue des habitants. Peut-être beaucoup plus que d'autres pratiques qui sont pratiques d'art de la scène. Il y en a d'autres. Il n'y a pas des dizaines, centaines de milliers de personnes qui pratiquent l'art théâtral tous les week-ends. Bon, voilà, donc il faut aussi partir de cette réalité-là, la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est aussi par rapport je n'ai pas suivi tous les débats ce matin, je m'en excuse, mais par rapport au débat précédent, la danse, elle aussi, dans sa pratique peut-être plus professionnelle, dans ces lieux, ont intégré, peut-être à la différence aussi d'autres esthétiques, aussi ces pratiques-là. Ça fait longtemps que sur les plateaux de danse, par exemple, on voit des pratiques esthétiques qui sont des pratiques esthétiques peut-être plus populaires au point de départ. On peut parler du hip-hop il y a déjà un certain nombre d'années. Mais moi, par exemple, ici, sur le plateau, je le disais à Pierre Lungheretti tout à l'heure, il y avait Alban Richard et Arnaud Robotini, c'est-à-dire qui avait intégré à l'intérieur d'un spectacle une pratique de danse, la musique électronique et la techno, pour être clair, qui était peut-être quelque chose qui, au point de départ, relève plutôt de ce qui se passait à l'intérieur dans les dancings ou les boîtes de nuit. Donc le sujet, première peut-être réflexion, il est à poser de cette manière-là. Comment il y a un lien qui est fait de l'un par rapport à l'autre. Et la deuxième chose, évidemment, pour ce qui concerne les collectivités territoriales ou les élus, c'est de favoriser ce type de choses. C'est de pouvoir favoriser ça. Et l'endroit, évidemment, qui est l'endroit de rencontre, je dirais d'une certaine manière, ce qui relève de ce qui se passe à l'intérieur de la boîte noire, à l'intérieur des salles, ne relève pas
des élus. Parfois, les élus ont tendance, et ils ont tort de le faire, à dire tiens, il faudrait peut-être plutôt faire ceci, programmer ce type de choses comme ça. C'est un tort à chaque fois d'avancer et de dire les choses comme ça. Mais relève de deux choses. D'abord, de rendre les choses possibles à l'intérieur de cet espace-là. Et j'entends ce qui a été dit, même si tout à l'heure mais souvent les appels à projets ou choses comme ça relèvent plutôt de domaines qui sont, on parlait de, je sais plus, c'était la transition climatique, enfin l'écologie, et puis je sais plus ce qui était dit tout à l'heure. Et le numérique, voilà. Donc peut-être d'aller sur des choses un peu plus larges que simplement ces deux sujets-là. Et la deuxième chose, c'est évidemment de rendre les choses possibles sur l'espace public. Parce que c'est à l'endroit de l'espace public que beaucoup de choses se font. Bon, il y a un exemple célèbre qui est la question de la Biennale de la danse qui commence justement à Lyon, qui commence justement par une forme qui est une forme de mélange. Mais permettre que ça soit dans l'espace public, que ça soit ailleurs, et que justement il y ait ce brassage-là, ce mélange-là, je dirais d'une certaine manière, cette mixité, ce métissage, oui, effectivement, c'est quelque chose de très important. Et dernière chose, et ça, c'est aussi quelque chose qui est, je veux dire, important quand on est élu, c'est pas simplement de regarder aussi la pratique de ce qui peut se faire, c'est aussi de regarder comment est-ce qu'on détermine des espaces dans lesquels les choses peuvent se faire. Parce que là, oui, effectivement, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué parce que l'espace public, c'est des questions d'autorisation, c'est des questions aussi de cohabitation, parce que quand on est dans des espaces qui sont des espaces tendus ou denses, je parle de Paris par exemple, mais ça peut être le cas d'autres métropoles, il y a aussi à organiser la cohabitation des expressions des espaces de ce point de vue-là. Bref, c'est toutes ces choses-là qu'il y a. Mais encore une fois, je trouve la danse comme esthétique, comme art et comme discipline outillée de ce point de vue-là, et travaillant cette question-là de manière assez intéressante peut-être. Merci. Céline Gallet, j'imagine que vous pouvez rebondir là-dessus, sur cette thématique par rapport à l'institution, à sa capacité à aller dans l'espace public. Vous me disiez que pour le coup, vous avez, avec cette discipline hip-hop, appris à travailler plutôt dans l'espace public et que vous avez fait le mouvement inverse vers l'institution. Comment vous avez finalement réussi, puisque ça fait quand même quelques années maintenant que vous êtes à la codirection du CCN, à résoudre un peu cette friction, pas ce décalage, mais comment aller de l'un à l'autre On ne l'a pas réglé. Vous ne l'avez pas réglé. Non, on l'a mais pas comment réglé. vous essayez de le on régler? ne cherche pas forcément à le régler. Ce qui est intéressant, et c'est justement sortir des lieux. Et je me disais, c'est vrai que je fais partie d'un collectif qui cherche à représenter une communauté artistique et culturelle qui a œuvré pour accéder à des lieux, tout en ayant la capacité de rester à l'extérieur de ces lieux. Donc nous, ce qui nous intéresse dans la question des lieux, c'est non pas la question du bâtiment ou de ce qui peut être géographiquement ciblé, c'est la question de comment un lieu se déploie à différents endroits et comment ce qu'on va nommer des personnalités artistiques ou des pratiques artistiques ou des personnes qui pratiquent issues des périphéries en capacité de circuler d'un point A à un point B sans avoir trop de problèmes sur le chemin. Voilà. Donc le sujet est plutôt là pour nous, vu que en effet, on nous a beaucoup interpellés sur le hip-hop vient de la rue, qu'est-ce qu'il fait dans la boîte noire. On essaye de répondre que ça fait bientôt 40 ans que le hip-hop se pratique dans des espaces plateaux, dans des boîtes noires, avec des capacités d'écriture qui sont les siennes. Aujourd'hui, l'enjeu est plutôt justement de comment l'institution arrive à créer une relation différente pour intégrer ces personnalités qui sont plutôt issues de protocoles de travail autodidactes que académiques et sont représentatifs, et je pense que Cathy pourra me compléter sur son sujet, d'une partie de la population française qui aujourd'hui ne se retrouve pas représentée dans ce qu'elle peut voir, ce qu'elle peut pratiquer, ce qu'elle peut partager. Ça revient un peu aussi à interroger la distinction telle que l'a définie Adrienne Kepler de danse de représentation et danse de participation. Et c'est vrai que pour nous, le projet qui a été porté par le collectif dès son arrivée, ça a été d'effacer la frontière entre les deux aspects. C'est pour ça que je dis on n'y est pas encore. Puisqu'on essaye, de par la nature du projet et des expériences qu'on porte, d'aller justement proposer des expériences qui vont se déployer dans différents espaces. Quand Thiago Guedes nous invite à la Biennale de la danse avec beaucoup de générosité et de sympathie, il ne se doute pas à ce moment-là qu'on va venir à 60, par exemple. Donc, mais pour nous, c'est important que cet espace qui est le sien et qu'il déploie justement pour ouvrir au maximum la possibilité d'autres pratiques et d'autres personnes, d'autres gens. Nous, on ne dit pas public, par exemple, on dit les gens, parce que nommer, catégoriser,
Et ça permet de dire les habitants, les habitantes, et après on peut tout décliner, mais on part du principe qu'on ne va pas prédéfinir les personnes avec qui on va relationner au départ. On va éviter de poser un logiciel de pensée qui va les catégoriser et qui va potentiellement les cloisonner et les enfermer dans ce que nous, on va proposer derrière. Donc quand Thiago nous invite, on est quand même dans un événement international avec un impact non négligeable, et nous, on profite de cette opportunité pour dire, justement, ce lieu-là va nous permettre de mettre en visibilité des artistes qu'on ne verrait pas de par ailleurs, ou en tout cas des protocoles de travail, de relations et de coopération interne au collectif et à l'établissement CCN, de manière grand public. Voilà, si je peux répondre brièvement. Oui, et tout à fait, ça fait parfaitement la transition avec vous, Cathy Bouvard, qui, pour le coup, je crois, défendait assez fermement l'idée qu'il serait important aussi de faire attention à la diversité parmi les personnes qui sont, entre guillemets, autorisées, en tout cas en capacité de s'exprimer sur les plateaux. Alors moi, déjà, j'ai besoin de me libérer d'un truc que j'ai entendu dans le débat d'avant, c'est-à-dire quand on parle de dire comment on ouvre nos maisons à des publics populaires et qu'après on parle des femmes de ménage, moi juste ça me remet hors de moi. Je veux dire, commençons par ça. Commençons à diversifier nos équipes sociologiquement. Collons-nous à ça. C'est pas facile, mais collons-nous à ça. Si on commence pas par ça, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Il faut changer les grilles. Il faut changer les grilles à la fois de travail dans nos maisons, de nos grilles de valeur, sur ce qui a de la valeur artistiquement. Il faut changer nos grilles. Et souvent, on en parle, donc avec Céline en particulier, mais cette chose-là. Et donc, ça passe aussi par la formation et par l'accompagnement des artistes. Cette chose-là, il faut commencer par ça. Après, être dans l'espace public, pas dans l'espace public, c'est une autre affaire. Mais alors du coup, les ateliers métis, la plupart des gens ne savent pas trop ce que c'est parce que du coup, on est un peu neuf, enfin voilà, et puis on est un peu sur le bord là. Vous voyez. Donc du coup, on est à 1h30 de transport du centre de Paris et à 15 km. Donc l'enclavement. Voilà. Donc du coup, nous, on vit dans un quartier populaire qui est traversé par de la colère, par du désespoir, par un sentiment de disqualification. Et les artistes, on essaye plein de trucs. On fait à peu près 250 résidences par an dans toute la France. Oui, c'est ça, peut-être dire aussi que c'est vraiment sur tout le territoire. Alors, et pas exclusivement notre travail, c'est de travailler sur tout le territoire français dans des lieux dits périphériques, c'est-à-dire en ruralité et à la fois dans des quartiers politiques de la ville. On ne travaille que par le biais de la résidence, c'est-à-dire comment un artiste, au contact de communautés, je dis ce mot à dessein, au contact de différentes communautés, à la fois partage son processus de travail, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de la transmission, il partage un processus de travail, et comment ça le fait bouger, et comment en fait il fait langage commun avec les gens avec qui il travaille. Et moi je pense qu'aujourd'hui, le seul moyen de peut-être arriver à quelque chose qui nous rassemble, puisqu'aujourd'hui, à l'endroit où je travaille aujourd'hui, cette fracture, cette violence de la fracture, elle me semble très très vive. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, je pense que c'est par ce biais-là, d'abord, qu'on peut arriver à avancer. Et la question, c'est pas de rendre poreux nos lieux, parce que du coup, comme le disait très bien la personne qui est intervenue, c'est pas parce qu'on leur dit de venir voir un spectacle qu'ils viendront. C'est pas, voilà. Et il n'y a pas eux et nous. Il y a nous. Le populaire, c'est nous. C'est nous ensemble. Donc comment on fait pour arriver à se parler, à partager des grammaires qui nous deviennent communes? Et je pense que moi, alors pour le coup, moi je pense qu'on passe par le fait de partager ces langages qui sont divers et qu'on essaye, dans une sorte d'altérité respectueuse, de faire quelque chose ensemble. Après, ça passe aussi beaucoup pour moi par la formation des artistes, c'est-à-dire privilégier, ou en tous les cas épauler les formations qui permettent à des jeunes issus de ces quartiers populaires de rentrer dans nos institutions, parfois avec effraction, parfois
avec difficulté, parce qu'il y a effectivement des codes qui ne sont pas toujours les mêmes, etc. Donc comment on accompagne cette arrivée dans nos institutions, comment on partage nos moyens avec des personnes, avec des artistes, parce que du coup, tout est déjà là. On dit qu'il faut faire de l'émergence. Moi, je dis non, tout est déjà là. Il n'y a pas d'émergence. Il y a à accompagner, à faire avec. Voilà. Vous avez une question, peut-être, non? J'essaye de poser des questions. Non, mais je suis un peu la passionnariat de... Ouais, vas-y, viens. Ouais, c'est ça. Non, mais en l'occurrence, c'est tout à fait intéressant. C'est ça, c'est la question qui est posée par ce débat. C'est à la fois, effectivement, pour essayer de n'oublier personne, on essaye de définir sans doute des catégories, des cibles pour prendre un vilain mot et essayer de proposer des choses qui peuvent être adaptées pour faciliter la rencontre. Et puis, comment, malgré tout, on ne perd pas la notion de lien et la capacité à regrouper les gens. Parce que si on finit par tout segmenter, on ne sera pas non plus dans le populaire. Donc... Et c'est vrai que quand Hortense parlait de la question du service public, moi j'y crois fondamentalement. Et je crois que vraiment cette question du service public qui rejoint ce terme de la République, le populaire, c'est pas le populiste, et on est vraiment toujours en ce moment sur cette limite-là. Et que du coup, c'est à nous à activer les choses autrement. Voilà. Okay. Alors un autre biais pour essayer là aussi d'élargir, ou en tout cas de favoriser définitivement cette rencontre entre l'art et les gens, pour être le plus inclusif possible. C'est aussi évidemment l'EAC, la pédagogie, la transmission et évidemment la volonté de s'adresser aussi aux jeunes. Donc c'est ce que vous faites, vous, au Franca, qui est donc une association d'éducation populaire qui officie là aussi sur tout le territoire. Est-ce que vous nous expliquer un petit peu, peut-être plus en détail, comment vous fonctionnez, parce que c'est peut-être moins connu de l'ensemble des professionnels qui sont ici. Oui, bonjour. Si, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être dire d'où je parle. Donc les Francas, c'est une fédération d'éducation populaire qui est née en 1944 et qui est issue des réseaux de la résistance. Aujourd'hui, en tout cas en Île-de-France, puisqu'on est présent dans 83 départements français, y compris des départements outre-marins, en Île-de-France, notre action, elle se porte dans 4 domaines. Le premier, c'est l'accompagnement des politiques éducatives locales. Donc, grosso modo, c'est du conseil aux élus et aux chefs de service sur mieux accueillir les enfants et les jeunes dans les structures de leur commune. La deuxième action, c'est la formation, et nous aurons à y revenir parce que j'entendais la question de la formation des artistes. Alors nous, on forme les animateurs et parfois maintenant, mais on y reviendra, on forme aussi des médiateurs, des personnes du domaine de la culture sur justement accueillir des groupes d'enfants et de jeunes. Et puis bien sûr, vous connaissez, c'est aussi la formation BAFA. Hein. Ça, souvent, quand on dit les Francas, les gens, voilà, ils connaissent parce que c'est la formation BAFA. Notre troisième domaine d'action, c'est des interventions. Donc partout où il y a des enfants, dans les écoles, les maisons de quartier, les centres sociaux, les centres de loisirs, il y a des équipes des Francas qui vont aux côtés des animateurs en poste dans ces structures, mais qui proposent des projets spécifiques en lien alors à la culture et à l'art, parce que c'est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, mais aussi aux sciences, à l'astronomie, à la question du numérique qui a été évoquée tout à l'heure, ou à la nature et l'environnement. Et puis la dernière chose, c'est qu'on met à disposition des animateurs, des directeurs, des animatrices, des directrices, et puis des enseignants, enseignantes, des ressources pédagogiques qui permettent d'accompagner leurs projets auprès des groupes. Voilà à peu près qui sont les Francas. Et alors, comme tout le monde, l'équipe des Francas, que ce soit les salariés ou les élus et bénévoles, porte fortement cette question de l'éducation populaire, et nous la lisons dans notre mouvement au sens de Condorcet. C'est l'éducation du peuple, et par le peuple, j'insiste, pour le peuple et tout au long de sa vie. Et puis, 2020, comme vous, on a été confinés. Alors du coup, on réfléchissait à des trucs, tout ça. Et un groupe parmi nous a travaillé sur cette question. Quand on sortira et qu'on sera déconfiné, il faudra sûrement faire la fête, mais il faudra surtout retrouver les émotions, parce que le masque a coupé les émotions et le lien social. Et donc, il faudra surtout emmener les enfants et les jeunes retrouver des émotions dans les lieux de spectacle vivant. Et si la culture était déjà présente dans le projet des Francas, depuis 2020, on porte un dispositif qui s'appelle « Aux œuvres citoyens et aux œuvres citoyennes » et qui, parmi tout un tas d'actions, vise 2 choses.
accueillir des artistes en résidence dans les centres de loisirs et les colos, et on y reviendra dans une autre partie, je pense, de notre table ronde. Je vous parlerai des chaillots colos qu'on a portés en commun, donc ici avec la maison et puis les équipes des Francas. Et puis une deuxième chose aussi, c'est accueillir des œuvres, alors parfois l'original, parfois les copies, ça dépend de l'œuvre, en exposition dans les centres de loisirs, dans les centres de vacances, dans les maisons de quartier. Donc là aussi, on sort du musée. Voilà ce qu'on fait pour vous en dire quelques mots. Et puis donc on a, alors je vais toujours avoir un propos un peu francilien, mais je vois que vous êtes issus de plusieurs régions et je vous invite à contacter les délégations des Francas dans vos départements et régions. En Île-de-France, on a des conventions de partenariat avec presque maintenant 50 sites patrimoniaux, musées et compagnies artistiques. Et ces conventions, elles nous permettent... Bonjour. Ces conventions, elles nous permettent... en même temps, j'assure l'accueil, convivialité. On a parlé d'hospitalité dans le ton précédent. J'essaye de mettre en pratique. J'essaye. Hein, donc, je disais, donc, ces conventions de partenariat, elles nous permettent de travailler donc, avec Chaillot, par exemple, mais d'autres sur 4 aspects. Donc, la formation, c'est comment on forme les animateurs, animatrices des centres de loisirs à venir, et donc venir avec leur groupe dans un lieu d'art et de culture ou un site patrimonial, mais aussi comment on forme, donc on le disait tout à l'heure, les médiateurs à accueillir. Et il faudra peut-être se pencher sur la question de comment on forme les artistes aussi à travailler avec des animateurs et avec des groupes constitués d'enfants et de jeunes. La deuxième chose, c'est que dans certains sites, il y a des mallettes pédagogiques ou bien vous avez les ressources en ligne pour préparer la visite ou préparer la venue sur le site. On travaille à ça. Et un de mes prochains chevals de bataille sera de dire il faut arrêter de mettre les ressources dans la catégorie champ social. Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'un animateur ou une animatrice, un directeur ou une directrice de maison de quartier, pour lui, le champ social, ce sont les travailleurs sociaux, donc les assistantes sociales. Ceux qui sont dans le soutien, voire dans la réparation. Nous, on est dans le loisir éducatif. Donc, on est le champ éducatif. Donc, en fait, quand ils vont sur les sites, ils disent « il n'y a rien pour nous ». Ah si, en fait, il faut que tu ailles fouiller dans le champ social. Voilà. Troisième champ d'action, c'est de faire du relais de communication. Hein. Tiens, il y a un spectacle jeune public. Caro, est-ce que tu peux dire au centre de loisirs, aux maisons de quartier qu'il y a des places pour eux ? Et puis le dernier, et on en reparlera avec l'exemple des chaillots colos plus en aval de notre échange, c'est concrètement mener des actions ensemble qui permettent de mettre en œuvre le parcours d'éducation artistique et culturelle et ces 4 piliers que sont rencontrer, voir, pratiquer et s'exprimer. Merci. Boléwa Sabourin, pardon, vous êtes à peine arrivé, je vous sollicite. Donc, vous êtes danseur, interprète et chorégraphe. Vous êtes aussi le cofondateur et président de l'association LOBA, qui a été fondée en 2007 et qui s'intéresse, pour le coup, pour reprendre une expression que vous avez utilisée, justement à la danse comme art de réparation. Peut-être on peut parler de ça, mais je me dis dans un premier temps, parce qu'on a essayé d'abord aborder les multiples portes d'entrée vers le champ chorégraphique, vers la danse. On avait pas mal évoqué ensemble la dimension pratique, en fait, l'entrée tout simplement par la pratique. Vous disiez, vous revendiquez que les cours ou la pratique sont certainement là où il y a la meilleure représentation du populaire quand on parle de la danse. Est-ce que vous pouvez développer un peu ça ? Oui, effectivement, bien le bonjour et excusez-moi de mon retard. Alors, rapidement, moi par exemple, je suis fils d'un danseur, donc je suis un héritier de la danse. Je suis tombé dedans comme mon fils très tôt. Et donc il y a un biais chez moi, c'est que je n'ai pas choisi la danse, elle m'a choisi. Donc c'est vrai que je pars déjà de ce biais-là. Ensuite, la deuxième chose, c'est que pour la plupart de mes amis avec qui je danse et avec qui j'ai dansé, c'est vrai que le populaire chez nous ne se trouve pas forcément sur les différentes représentations qu'il peut y avoir dans les institutions, mais plutôt liées à la pratique précisément
l'art, des arts en général. Et pour nous, la rencontre avec la chorégraphie, la mise en scène, la dramaturgie même, se passe principalement par ce qu'on a appelé, ce qui est communément appelé à la base pour nous des battles, parce que donc moi je fais surtout des danses dites traditionnelles congolaises ou classiques congolaises, ça dépend d'où on se positionne. Si on est en Europe, on dira traditionnel. Si on est au Congo, on dira classique. Et je fais aussi du hip-hop et des danses contemporaines. Donc, c'est vrai que on a rencontré les danses, les arts de la chorégraphie par la pratique principalement. Et c'est ça qui nous a poussé ensuite à pouvoir aller un peu plus loin et rentrer dans les théâtres. Mais c'est parti d'abord du sol, du terrain, de la rue et des MJC, puis ensuite pour pouvoir aller vers les théâtres. Alors que j'ai d'autres amis qui sont eux plus rentrés par le fait d'aller régulièrement au théâtre, comme on va au cinéma, d'aller voir des représentations et ensuite d'être plus enclin à pratiquer ou à rester de simples spectateurs. Mais il est vrai que dans l'univers dans lequel j'agis, c'est plus une démarche qui est plutôt ascendante, on va dire, qui va bottom-up. Okay, merci. Un des enjeux de ces questions aussi des nouveaux territoires de la danse, c'est de garder ou d'avoir une capacité à s'adresser un peu à tous les âges de la vie. Ça a été évoqué déjà par certains d'entre vous sur les différents parcours de vie. Il y a aussi les situations de vie. Peut-être pour continuer avec vous, Molepa, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de ce dispositif, de ce programme, enfin cette méthode thérapeutique que vous développez qui s'appelle Recréation ? Merci de cette question. Ce qui était important, alors déjà pour Recréation, pour notre méthode thérapeutique qu'on a mis en place, il y a eu plusieurs réflexions autour de ça qui ont été le fruit de départ de notre action. Recréation est d'abord née d'une rencontre avec un chirurgien gynécologue obstétricien qui s'appelle le docteur Denis Mukwege, qui est un prix Nobel de la paix en 2018 et qui disait lors de cette conférence à Paris que les femmes avec qui il travaillait, victimes de viols comme arme de guerre, ne se reconstruisaient pas par la discussion avec un psychiatre, une psychiatre ou psychologue, psychothérapeute. Parce que culturellement, ce sont des actions qui ne se font pas, parce que c'est comme si on venait se plaindre, et il ne faut surtout pas se plaindre ou donner l'impression qu'on se plaint, parce que tout le monde a vécu des horreurs, et ça voudrait potentiellement dire que notre plainte est plus grande que la plainte des autres qui sont là, qui eux aussi ont vécu des horreurs. Et donc, la danse et le chant a toujours été les expressions finalement de la plainte et de la complainte, mais parce qu'elle se fait en groupe, et donc elle génère déjà une action collective qui permet justement de ne pas se donner une importance plus grande, en tout cas à sa plainte plus grande que celle des autres, mais aussi de donner une dimension politique au sens vie de la cité, cette cité qui a vécu des horreurs et qui a besoin de se reconstruire, et qui aussi permet à chaque individu de pouvoir avoir un espace pour s'exprimer. Et donc, quand il a dit ça, moi, ça m'a fait tilt, parce que dans mon parcours, donc, la danse a toujours été un élément pour moi, comme on dit, de catharsis, donc, quand j'ai raté mon baccalauréat, j'étais bien content d'être danseur pour pouvoir donner l'illusion que tout allait bien, parce que la danse m'octroyait une dimension sociale, surtout à l'époque où on a le bac, c'est-à-dire entre 18 et 20 ans, qui noyait le poisson facilement.
Et aussi parce que je ne me faisais pas de crainte sur le fait que j'avais un métier dans les pieds et que je n'avais pas forcément besoin d'aller rentrer dans des études universitaires classiques. Donc la danse a été pour moi une bouée de sauvetage. Donc je comprenais ces femmes. Et donc on est parti au Congo, on a travaillé avec elles, on a échangé avec elles et on voulait juste leur donner un espace de récréation pour qu'ensuite elles puissent faire le travail de recréation, donc le jeu de mots, mais qui pour nous n'est pas un jeu de mots parce que pour pouvoir aller vers la recréation, il faut d'abord aller vers la récréation. On a d'abord besoin de se libérer de l'espace, de créer de l'espace mental pour pouvoir ensuite approfondir plus précisément sur les difficultés. Et donc de ce travail avec ces femmes est né, les femmes après nos ateliers s'exprimaient beaucoup plus. Elles sont et elles ont dit, le psychologue nous l'a dit, et on s'est dit, banco, plutôt que d'avoir un temps de danse suivi d'un temps de groupe de parole, et si on associait plutôt les deux, d'avoir des danseurs ou des danseuses qui font bien leur métier de danseurs et de danseuses, et des psychologues et psychothérapeutes ou psychiatres qui font bien leur travail de psychothérapeute, et de les mettre en lien, et que finalement la dimension entre guillemets que je déteste mais innovatrice, c'est plutôt le lien entre les professionnels plutôt que d'avoir les 12 travaux d'Astérix auprès des victimes, c'est-à-dire qu'elles vont là, puis après elles vont là, puis après elles vont là, et ainsi de suite. Et donc nous, c'était de réunir ces deux univers qui, en France, alors maintenant, ça se popularise un peu plus, grâce aux effets malheureusement de la Covid, mais avant, en 2017, moi quand j'arrive avec cette question-là, la psychothérapie, populairement, ne va pas avec la danse ou les arts ou la culture. C'est deux mondes, il y a le monde des sérieux et le monde des troubadours. Hein. Et donc les deux ne vont pas ensemble. C'est un peu, ce sont des oxymores. Et du coup, nous, en arrivant avec cette dimension-là, ça a été d'abord de créer cette rencontre, finalement, et l'innovation était dans la création de cette rencontre, et puis ensuite de réfléchir à un protocole qui respecte les deux entités. Alors on a découvert, évidemment, on a en tout cas rencontré l'art-thérapie, mais dans l'art-thérapie, le danseur et le psychothérapeute étaient la même et unique personne. Ce qui, pour moi, en tant que danseur, était assez gênant, parce que je ne me voyais pas reprendre des études déjà, et ensuite aller dans les deux dimensions, sachant que je connais très bien mon travail, je connais un peu les effets empiriques, mais scientifiquement, je n'ai pas ces cartes-là. Donc, je n'ai pas envie d'aller sur ce domaine-là, en tout cas tout seul. Et venir avec une personne qui a ses connaissances scientifiques et dont c'est aussi le métier, créer la relation et de voir qu'est-ce qu'apporte mon expertise, qu'est-ce qu'apporte son expertise et comment on le met en lien pour une population spécifique. Et c'est comme ça qu'est née la thérapie recréation, qui aujourd'hui, on agit principalement dans des hôpitaux et des associations qui accueillent des femmes en situation de vulnérabilité. Et on mène une recherche sur notre méthode pour voir si c'est une méthode en plus ou si c'est une méthode ou si c'est juste un coup de chance et qu'on pourrait faire ça. Donc ça a été, c'est la première. Et la dernière, ça a été la réflexion de nous, danseurs, qui venons du milieu populaire, des danses populaires. Quelle est la suite de notre vie après que le temps ait fait ses effets sur notre corps et que l'interprétariat diminue, que l'accès à la chorégraphie telle que nous on la pratique est très peu valorisé, à la mise en scène je vous en parle même pas, et du coup est-ce que je dois me réinventer derrière une vie de bureau, une vie classique ou une vie entre guillemets où je suis cadré, non, c'était compliqué de jeter à la poubelle plus de 30 ans d'expertise liée au corps, liée à la prise en charge du corps dans son expression. Et donc, pour nous, c'était aussi offrir aux danseuses et aux danseurs une suite finalement à leur carrière, à leur première carrière d'interprète et de chorégraphe et de metteur en scène, qui pourrait continuer, mais avoir cette suite d'aller sur un autre aspect qui est le volet justement
de la réparation psychique et physique de personnes qui ne dansent pas ou qui ont dansé mais qui aujourd'hui ne voyaient pas l'importance de la danse dans leur reconstruction. Donc c'est comme ça qu'est né vraiment, c'est l'empirique, et deux, comment on offre à des personnes comme moi une suite à leur expertise, et qu'on ne jette pas toutes ces années d'entraînement, toutes ces années de dur labeur à la poubelle sous prétexte qu'on serait devenu trop vieux. Merci, c'est intéressant ce que vous dites, et ça pose aussi la question du rapport au corps. Il y a évidemment la dimension sportive dans la danse. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez évoquer, Frédéric, puisque la ville de Paris va accueillir les JOP en 2024. Si vous me demandez en tant que sportif. Mais si vous voulez nous faire une démo, il n'y a pas de problème. Ah non, justement, j'étais inquiet. Non, je n'ai pas d'idée aussi farfelue. Et donc voilà, il y a la discipline du breakdance qui intègre donc pour la première fois les Jeux Olympiques. Encore une fois, la ville de Paris les accueille. Comment vous accompagnez aussi cette mise en avant de la discipline ? Alors, plusieurs choses. D'abord, c'est pas juste la ville de Paris, parce que la majeure partie des épreuves vont avoir lieu en Seine-Saint-Denis. C'est Cathy qui est là. Paris 2024, ça a tendance à... Mais vous avez raison. Ouais, vous avez raison de le redire. Une partie des épreuves qui aura lieu en Seine-Saint-Denis, je dis ça aussi, et un peu partout. Et la deuxième chose, par rapport, pour faire le lien aussi sur la question de sortir des lieux, moi ce que je disais tout à l'heure, et je crois que c'est le sujet dans lequel on est là un peu dans nos échanges, c'est aussi de regarder comment est-ce que, non pas simplement les choses se décloisonnent, parce que depuis tout à l'heure, on tourne un peu autour de l'idée comment est-ce qu'il y a un lien qui se construit, qui ne soit pas un lien artificiel. Parce que tout à l'heure, notre ami de Montpellier disait, mais quand il y a un spectacle chorégraphique extrêmement intéressant, personne n'y va, et quand il y a Joule à côté, tout le monde va et est prêt à mettre 50 €, donc ce n'est pas une question de tarif. On pourrait répondre d'une certaine manière, vous n'avez qu'à programmer Joule, comme ça les gens ils viendront dans vos salles. Bon. Mais en même temps, ça serait peut-être là plus sur du populaire, mais peut-être sur du populiste, CF ça, parce que c'est peut-être pas simplement ça le sujet. Et l'objectif de programmer Joule, ça serait pour lui faire autre chose que simplement ses concerts, même si je trouve assez intéressant ce qu'il peut raconter, faire et ce que ça peut porter sur ce qu'il fait, sur ce qu'il dit. Mais c'est peut-être pas l'objectif à la base que sur des salles de création chorégraphique, que simplement de tomber dans cette facilité-là. Donc la question, c'est comment il y a des liens qui sont créés. C'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure dans mon intervention, c'est que comment est-ce qu'il y a des liens qui sont créés entre ce qui relève du populaire, ce qui ne peut pas relever du populaire, ce qui est une pratique artistique, c'est une pratique amateur. C'est pas un sujet qui est un sujet nouveau dans le débat sur la culture, évidemment, mais à mon avis, c'est à cet endroit-là que les choses se trouvent. Et pour répondre précisément sur la question des Jeux Olympiques, oui, il y a une chose assez simple sur la question des Jeux Olympiques et qui commence aussi à faire, moi je le vois, des liens, c'est que il y a une discipline, enfin il y en a plusieurs, mais il y a le skateboard et le breakdance qui rentrent dans les Jeux Olympiques évidemment là-dessus. Et donc il y a tout un certain nombre de choses. C'est pas une reconnaissance nouvelle par rapport à la question du hip-hop évidemment là-dessus. C'est la question des croisements des publics en fait. Mais évidemment, il y a tout un certain nombre de choses sur la question des croisements des publics qui se trouvent posées à cet endroit-là, qui se trouvent aussi posées peut-être, et tirons-le par le haut, pas simplement en disant très bien, tout le monde va avoir du breakdance et puis on va avoir du breakdance comme catégorie olympique est formidable, il va y avoir des médailles, mais qui peut se trouver aussi posé sur des temps, si peut aussi se trouver posé sur des actes qui sont des actes créatifs de manière un peu différente, en croisant des disciplines qui peuvent être des disciplines sportives et des disciplines qui peuvent être des disciplines artistiques. C'est aussi sur la juxtaposition, pas simplement dans des processus de création. We Love Green, je sors un peu de la musique, de la danse, excusez-moi, mais bon, on va sur la musique. We Love Green, l'année dernière, vous aviez à la fois une programmation qui était une programmation musicale tout à fait intéressante et des démonstrations de skateboard. Et vous aviez un public qui se croisait de ce point de vue-là, qui était le public qui potentiellement venait voir des spectacles, des concerts à We Love Green, et qui était un public qui pratiquait le skateboard, qui n'était pas tout à fait le même de ce point de vue-là. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que c'est aussi de cette manière-là, à un moment donné, sur la question de sortir des lieux, qu'il y a des éléments qui sont des éléments de croisement qui vont se trouver posés. Je ne dis pas qu'il faut qu'il faut qu'ils soient artificiels, mais c'est aussi à travers ce type de démarche, ce type de moment qu'il y a là. Pourquoi est-ce que et je conclue juste là-dessus, c'est que moi je crois beaucoup à... Peut-être que c'est parce que je suis adjoint à la vie nocturne, mais je crois beaucoup à la question de l'événementiel sur l'aspect festif. Je crois beaucoup au temps de la fête. Je crois qu'il faut réintégrer la fête aujourd'hui. On a mis la fête de côté en disant la fête,
c'est, je sais pas quoi, le bruit, c'est la drogue, c'est la nuit, ces choses comme ça. Mais la fête, c'est pas ça au point de départ. La fête, c'est un moment, relisez Rousseau quand il raconte, alors il oppose lui la fête au théâtre, ce qui est évidemment pas tout à fait mon cas. Mais relisez ce que raconte Rousseau sur la fête et ce que raconte Rousseau sur la question de la danse, justement. Dans lequel, c'est un acte dans lequel on est à la fois, il parle d'une fête, d'un bal, on est à la fois acteur et spectateur de ce qui se passe. Et là, on a créé un lien entre le public et l'artiste. Alors, de manière totalement différente. On est chez Rousseau, il y a 300 ans, on est à Saint-Gervais, et dans un bal qui se trouve dans la banlieue de Genève. Mais il faut remettre en avant cette question-là. Il faut remettre en avant la question de la fête, il faut remettre en avant justement ces temps qui sont ces temps de partage, et qui sont des temps de partage créatif. Non pas pour dire, ah bah très bien, tout le monde n'a qu'à faire la fête, on n'a qu'à ouvrir les boîtes de nuit, et puis chacun va danser en boîte de nuit, puis la danse, ça va être la boîte de nuit. C'est pas ça le sujet. Mais il faut créer ces moments, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à aussi à quel endroit la puissance publique doit être, c'est créer ces espaces qui permettent ça. Regardez ce qui se passe sur la question du cabaret aujourd'hui. Le cabaret, tout le renouveau du cabaret, qui mélange les arts, qui mélange les genres aussi. Donc ça traite la question du genre, qui mélange les genres théâtrales, qui mélange les genres de la danse, qui mélange les genres de la musique. Il y a tout un renouveau qui est beaucoup parisien, mais pas seulement à cet endroit-là. Or aujourd'hui, je trouve qu'il y a une... Comment dire, il y a quelque chose d'intéressant, il y a quelque chose de novateur, il y a quelque chose de dynamique qui se fait là, qui est aussi sur une question de fusion des arts, mais qui est aussi sur la question d'un mélange des publics. Et là, le mélange des publics, ça part par la question de sortir les lieux. Et les nouveaux territoires, ils sont à cet endroit-là. Et je trouve que les nouveaux territoires, ils sont... On est parti des Jeux Olympiques et j'ai fini sur les cabarets, mais ils sont à des endroits qui sont des endroits multifacettes. C'est ça que je veux dire à travers mon propos. Et justement, pour poursuivre dans cette dimension de la rencontre art et sport, de la capacité à fédérer aussi, il y a cette dimension en commun de grands événements populaires et la capacité à s'adresser aux gens autrement. Céline Gallet, est-ce que vous pouvez nous parler du projet de battle des écoles que vous montez justement dans le cadre des JO et qui permettent là aussi d'avoir une certaine ampleur d'adresse? Alors, ce qui est intéressant, c'est de rappeler que le break ne va pas rester aux JO, puisque 2028, ils ont choisi le cricket. C'est effectivement Donc, intéressant. c'est pas le même public et il y a sûrement plus de public sur le cricket pour avoir été au Pakistan dernièrement. Federico Cardi, non? Non, il n'y a pas il y a plus. Apparemment, il n'y a plus. Bon, à creuser. Peu importe. Nous, en fait, on a été très dans les discussions sur la question de la place, tout d'un coup, d'une des techniques, parce qu'on parle d'une technique, on ne parle pas des danse hip-hop aux Jeux Olympiques, on parle du breakdance dans une façon de le danser et dans sa version compétitive. Et juste pour faire une déviation sur la question de la fête, je suis assez d'accord sur la question des espaces qui existent déjà et sur lesquels on n'a pas d'emprise et qui nous échappent. Et c'est assez beau que ça nous échappe. Je voyais passer des vidéos ce week-end d'un événement qui a eu lieu à la place. C'était un battle, Chill and the City. Ils étaient 250 dans la salle. Moment de sociabilité. C'est là où on en arrive sur les danses sociales. C'est là où on en arrive à effacer la frontière entre ce qui va être de la pratique, ce qui va être de la passivité, on va dire, de spectateurs, spectatrices qui assistons à quelque chose et ce qui va être de la communauté. Donc en effet, quand on en arrive au break, au JO, et qu'on en arrive surtout au break, au JO 1 contre 1, et surtout sur des catégorisations hommes-femmes, ça déforme un petit peu ce que sont les espaces de compétition et de battle qui sont les nôtres. Ça dévie totalement la question de ce que les danseurs et les danseuses cherchent à éprouver, cherchent à faire et cherchent à se prouver et à prouver aux autres dans ces espaces-là, qui sont pour nous à la fois des endroits de détection, des endroits de sociabilité, des endroits de rencontre et des endroits de fête. On a beau penser qu'il y a une binarité dans le hip-hop, non, c'est quand même une des seules danses qui existe, et notamment dans sa partie compétitive, où il n'y a pas de catégorie homme-femme, à part dans le break. Il n'y a pas à la base de catégorie 1 contre 1. C'est des équipes, c'est des groupes, c'est des collectifs de vie qui viennent mettre en jeu leurs valeurs et leurs visions. Nous, pour dévier les choses, concrètement, on s'est dit, la Bretagne, c'est la seule région où il n'y aura pas d'épreuves. On est assez contents. Par contre, il y a plein de labels. Olympiade artistique et culturelle, Terre de Jeux, Paris 2024. On est une institution. Qu'est-ce qu'on va faire de cette question et quel prototype pour le plus grand bonheur de nos partenaires on va leur proposer, puisqu'ils savent qu'on a la capacité de faire des choses une fois, pas forcément deux, mais en tout cas d'aller éprouver les espaces, les formats, les gens, les artistes avec qui on bosse.
Là, la question, la réponse, ça a été de dire on va faire un battle des écoles et on va travailler avec 30 écoles de Rennes Métropole et pas que de Rennes Métropole, du département, voire de la région. Et on va inviter tous ces enfants et adolescents à s'affronter sous une forme festive. Donc là, je parle de 900 enfants, plus leurs collègues, leurs compagnons, leurs familles, leurs grands-parents, leurs frères, leurs sœurs. Donc on est sur un effectif de jauge à 2000-2500 personnes. Le tout sur le thème de ce dont on ne parle pas encore assez à notre sens, c'est-à-dire les jeux vidéo et les animés, les mangas. Donc chacune des écoles, chacune des équipes, chaque classe va représenter son école. Il y aura un défilé de drapeaux. Et on va pousser les choses un peu plus loin, c'est qu'on va aussi accompagner les enfants pour faire avec nous cet événement, c'est-à-dire c'est elles et eux qui vont être invités à placer, c'est elles et eux qui vont inviter à présenter, c'est elles et eux qui vont encadrer les autres. Voilà. Et tout ça dans un événement plus global qu'on ouvre aussi pour nous, ce qui nous importe et sur lequel on travaille fortement, c'est-à-dire la visibilité des artistes qu'on estime invisibilisés dans les programmations institutionnelles. Voilà. Merci. Caroline Besse, peut-être le moment que vous nous parliez justement de ces dispositifs autour de la danse, notamment Chaillot Colo. J'ai entendu enfant, alors du coup, hop, je fais la transition. Puisque je suis animatrice, je vais vous raconter une histoire. En même temps, c'est mon métier, pareil. Donc voilà, on va le faire comme ça. Donc c'est l'histoire d'un centre de loisirs de Cergy qui s'appelle le centre de loisirs des Essarts. Et c'est l'histoire de 11 enfants, dont un enfant narcoleptique, pardon, je vais arriver à le dire, à qui, fin juillet, les animateurs et les animatrices ont expliqué que peut-être si vous restez la deuxième semaine des vacances du mois d'août, mais que vous venez tous les jours, pas que le matin ou pas que l'après-midi, ce serait super intéressant parce qu'on va faire quelque chose d'un peu inédit. On va faire de la danse. Bon, alors jusque-là, si, des fois on danse dans les centres de loisirs, quoi. Oui, mais on va faire un projet autour du hip-hop. Oui, enfin, ça va, on connaît un peu. Et du coup, on est allé rencontrer aussi les parents et on a expliqué qu'on n'allait pas juste faire un petit peu de danse au centre de loisirs. On allait accueillir 2 artistes associés au Théâtre National de Chaillot pendant une semaine et que les enfants allaient créer avec eux une comédie musicale sur le thème des arts urbains, dont le hip-hop. Et que du coup, on demandait aux parents de bien vouloir faire en sorte que les enfants, s'ils souhaitaient participer, puissent être présents toute la semaine. Et voilà comment, il y avait eu un travail bien sûr de préparation en amont, mais voilà comment donc du coup, 2 artistes, donc Foued et Junior de la compagnie des Boogie Lockers, sont sortis de Chaillot et sont arrivés à Cergy. Et puis alors tout à l'heure, on disait, Cathy, tu disais, on est à 15 km et on est parfois à 1h30. Bon, Cergy, c'est le bout du RER A, c'est pas très loin en kilomètres, mais en fonction de comment circule le A, ça peut être très très loin aussi du centre de Paris. Voilà. Et du coup, l'idée c'était que on faisait venir des artistes de Chaillot dans un centre de loisirs en résidence pendant une semaine avec les enfants. Ça veut dire ils sont là du matin au soir, ils peuvent rencontrer les parents au temps d'accueil, ils mangent à la cantine le midi avec les enfants, ils font des temps de préparation avec les animateurs. Donc le travail se fait en équipe, on est une équipe. Et puis l'idée, c'était aussi de se dire comment on fait résonner ce projet bien au-delà des 11 enfants qui se sont portés volontaires pour y participer et de leurs parents, et comment ça résonne dans la ville de Cergy. Et donc, il y a sortir des lieux, c'est-à-dire sortir de Chaillot, et puis il y avait aussi sortir du centre de loisirs. Et alors, c'était pas tout à fait innocent quand même qu'on ait choisi Cergy. Pour celles et ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Anne et Gérard Philippe habitaient Cergy, et donc la maison d'Anne et Gérard Philippe se trouve à Cergy. Donc il y a quand même un lien entre Gérard Philippe et Chaillot, donc ça tombait assez bien. Les enfants ont donc pu, entre autres, avoir des moments de danse dans le parc de la maison d'Anne et Gérard Philippe. Et tout à l'heure, on parlait de faire se croiser, les publics se rencontrer. C'était très sympa parce que l'après-midi où ils ont dansé dans le parc de la maison d'Anne et Gérard Philippe, l'été, le parc de la maison d'Anne et Gérard Philippe à Cergy est la guinguette de Cergy, puisqu'il
Il est sur les bords de l'Oise. Donc il y avait voilà, la fête. Donc il y avait des gens qui venaient là pour la guinguette dans l'après-midi, prendre un rafraîchissement ou un jus de fruits. Puis il y avait des enfants qui dansaient. Et puis on expliquait qu'ils dansaient avec des artistes associés à Chaillot. Voilà. On était aussi dans une découverte pour les enfants, parce que plein de ces enfants ne savaient pas qu'il y avait cette maison-là, et puis que Gérard Philippe, c'est qui? C'est un monsieur qui a fait du théâtre. Ah oui, donc en fait, c'est le théâtre où les deux danseurs, Fouet et Junior, ils dansent aussi. Enfin voilà, donc on est aussi sur un process de culture générale. Et puis jusqu'au bout, on a fait le lien avec le territoire, la ville, les autres habitants, puisque ils ont aussi dansé au pied de la passerelle Caravane. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui connaissent un peu le Val d'Oise, c'est ce qu'on appelle l'axe majeur. C'est cet ensemble architectural de l'artiste Caravane qui permet, depuis le haut de Cergy, de voir jusqu'à la Défense, avec donc une passerelle qui amène du quartier axe majeur, qui est le quartier populaire de Cergy, sur l'île de loisirs, qui est la base de loisirs de Cergy-Pontoise. Et le pied de la passerelle Caravane dispose d'un amphithéâtre de plein air sur le bord de l'Oise. Et c'est le lieu où les breakdancers cergissois se réunissent et où ils dansent. Donc on y a fait danser les enfants en plein après-midi, en plein air. On a un peu écourté, j'avoue, début août. Le temps n'a pas toujours été très, très favorable avec nous, donc on a un peu écourté. Mais ça permettait aux enfants aussi de dire, on danse là où les plus grands, à Cergy, dansent aussi. Voilà, donc on est doublement sortis, les artistes sont sortis, mais les enfants sont aussi sortis danser dans la ville et dans des lieux qui alors, avaient un sens avec le projet que nous portions, mais qui leur permettaient aussi d'être valorisés dans ce projet auquel ils participaient, cette expérience qu'ils ont vécue. Voilà, alors vous allez me dire, Caro, t'as dit Chaillot Colo, puis c'était un centre de loisirs. Bon, j'avoue, ce n'était pas une colonie de vacances, c'était un centre de loisirs. Néanmoins, même si le temps du soir et du petit déjeuner n'était pas présent, le temps de vie collective a fortement marqué la vie du groupe. Dire quand même que, outre croiser les publics, emmener les enfants danser dans le parc de la maison d'Anne et Gérard Philippe, les emmener danser à la passerelle Caravane, c'était aussi important parce que la culture, l'éducation populaire, c'est du commun. Le commun, ça fait nation. Le commun, ça émancipe. Et c'était redire à ces enfants du centre de loisirs des Essarts que Cergy, c'est grand, puis c'est très divisé en quartiers. Dans les quartiers, il y a la question des îlots. Donc il y a des prégnances territoriales. Je suis de tel îlot, je suis des Essarts. Enfin voilà. C'était de dire aux enfants, la maison d'Anne et Gérard Philippe, elle est à vous. La passerelle Caravane, elle est à vous. Il y avait aussi vraiment très fortement cette question de par ce projet, de dire je danse où je veux dans Cergy, parce que je suis un enfant de Cergy, et tout cela est à moi, et je m'inscris dans l'histoire aussi d'un territoire que j'habite, par cette danse. Je sais pas si merci. Si, c'est très bien. Non, mais sur ce travail sur le territoire, peut-être, Cathy Bouvard, vous pouvez développer un peu davantage comment vous procédez, comment vous travaillez concrètement pour favoriser cette rencontre et cette découverte, cette plongée dans le processus de création qui, vous l'avez dit, est pour vous un bon moyen. Une des choses qu'on a faites, c'est une colo à Chaillot, nous, carrément. On a fait une colonie de vacances, c'était il y a 2 ans, hein, Pierre, je te regarde. Et donc, nous, comme les enfants, ils ne viennent jamais à Paris, en fait. Du coup, on a fait une colonie de vacances, mais une vraie, c'est-à-dire qu'ils étaient hébergés à Paris, ils ont visité Paris et on a partagé des temps de création avec des artistes ici. Et après, les parents sont venus chercher leurs enfants à la fin de la colo ici. Et je peux vous dire qu'ils nous en reparlent encore. Voilà, de ce moment où ils sont venus face à la Tour Eiffel, parce que ce qui est d'important, c'est la Tour Eiffel ici, en fait. Voilà. Donc, du coup, comment on fait ? Du coup, la question, elle est d'abord de... Moi, je pense que les artistes sont centraux. Sans eux, on n'est rien. Nos institutions, elles n'existent pas. Donc, repartons de là, de ce qu'ils ont envie de porter. Et à partir de ces projets d'artistes, la question, elle est de comment on les met en partage. Et avec qui ? Donc, nous, on a les résidences création en cours, donc c'est une centaine de résidences dans des classes de CM2, alors en grande majorité en milieu rural, mais donc c'est 20 jours de transmission minimum sur 3 à 6 mois intégralement dans les classes.
Donc, mais vraiment autour du processus de création. On a la Transat, d'ailleurs on travaille beaucoup avec les Francas aussi. Et voilà, donc c'est 80 résidences dans des lieux non culturels, de la même manière en quartier politique de la ville ou en milieu rural. Et puis après, il y a toutes celles qu'on fait autour de nous, bien sûr, évidemment, sur notre territoire. Et donc la question, elle est vraiment d'avoir des personnes qui accompagnent ces résidences. Les artistes, c'est pas des médiateurs sociaux. C'est pas, c'est pas leur boulot. Leur boulot, c'est d'être artiste et d'être dans leur intégrité d'artiste avec les gens. Donc du coup, c'est vrai qu'on a une équipe qui accompagne ces résidences, des gens il y en a certains qui habitent d'ailleurs pas en Île-de-France, parce qu'il faut être sur le terrain, il faut connaître les écosystèmes, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas dans un écosystème, on débarque pas dans un écosystème, que ça soit dans un quartier populaire ou dans un village, en disant « Salut, je suis le Parisien, je suis l'artiste ». Donc du coup, la question, elle est aussi de connaître les écosystèmes, en prendre connaissance et voir comment, dans cet endroit-là, on peut prendre une place qui peut bénéficier et qui peut modifier la donne, modifier le langage, modifier ce qu'on met en commun. Et ça s'appelle l'art, en fait. Voilà. Et du coup, c'est cette chose-là qu'on essaye de faire. Par ailleurs, on a effectivement un certain nombre... Enfin, on a, nous, sur place, à Clichy-Montfermeil, beaucoup de pratiques amateurs. On a aussi du partage d'expériences. Voilà, on a des machines à coudre et des ateliers de couture. Voilà. Donc, du coup, et ces ateliers de couture ont généré un café des mamans qui discutent de tas de choses et puis qui viennent voir des spectacles ou qui viennent, voilà, on a une université populaire, on a un certain nombre de choses de ce type-là. Donc voilà, quand je parlais de deux communautés, c'est des petits groupes, toujours, parce que sinon la question de la relation, elle est essentielle, c'est-à-dire que du coup, cette sorte de soin qu'il faut avoir. Il faut avoir beaucoup de soins, parce que du coup, on a vite fait de ne pas se comprendre. Et donc voilà, donc cette chose-là, et du coup, il y a aussi, dans les endroits où on intervient, et nous, une grande crainte d'être instrumentalisé par l'institution. Voilà. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on ait parfaitement conscience de ce qu'on représente quand on arrive sur ces territoires et quand on travaille sur ces territoires. Et être très précautionneux dans notre manière de faire avec. Et ensuite, ça génère des œuvres ou pas. Ça, voilà. Et cette question de l'expérimentation dont parlait Hortense me paraît extrêmement importante. Voilà. Et après, nous, on fait beaucoup de fêtes. Voilà, on fait beaucoup de choses. Il se trouve qu'on a une rivière couverte, donc avec un truc d'herbe là, devant. Et on fait... Nous, l'été, c'est des fêtes, mais c'est des fêtes qui peuvent être avec des contenus assez exigeants. Et avec, du coup, des mecs du quartier qui me disent ouais, on ne comprend rien à ce que tu fais. Je dis ok, reste ou va-t'en. Mais voilà, bon. Mais en fait, c'est vrai aussi, c'est cette question-là de essayer des choses, essayer de les partager. Et puis, effectivement, elles ne conviennent pas toujours à tout le monde. Et il faut accepter aussi de recevoir ces paroles qui disent qu'on est étrange, que ce qu'on propose fait un effet d'étrangeté. Et qu'en fait, dire, mais en fait, c'est ça qui nous intéresse, c'est qu'on soit ensemble. Mais moi, je leur dis toujours, mais en fait, moi, je ne suis pas là pour répondre à ce que tu me demandes, parce qu'il y a aussi tout un clientélisme qu'on nous demanderait dans les quartiers où on intervient. Donc, moi, je dis, moi, je ne suis pas là pour répondre à ce que tu me demandes, je suis là pour répondre à côté. Et je crois cette nécessité d'être juste à côté, mais quand même contre, tout contre. Voilà, c'est important aussi dans la façon d'essayer de faire des choses. Après, quand j'entendais Frédéric parler de la fête dans l'espace public, nous, dans nos quartiers, la question qu'on nous pose, c'est la question de la sécurité, bien évidemment, parce que tout rassemblement public est un risque. Et en fait, cette chose-là, elle se traite aussi par le soin. Voilà, et en prenant le risque aussi. Voilà, d'une certaine manière. Et du coup, en faisant avec, et nous, on n'a jamais eu, jusqu'ici, je touche du bois, il y a du bois là, aucune problématique de ce type-là, mais ça peut arriver. Les révoltes urbaines nous ont montré cette chose-là, c'est que il y a des choses qui peuvent s'enflammer, qu'on est sur une sorte quand même de feu couvert, et que du coup, c'est aussi notre boulot, justement, de faire en sorte que tout ça puisse s'exprimer et être avec. Voilà. Merci. Alors, je crois que Frédéric Aucun voulait réagir. Oui. Juste sur la question de la sécurité, je voulais dire deux choses. C'est aussi souvent un argument qui est brandi, cette question-là, de la sécurité,
pour qu'il n'y ait plus d'espaces qui soient des espaces alors dans lesquels on ne contrôle pas tout. Mais est-ce que dans la danse, on contrôle tout? C'est quand même le principe qu'on ne contrôle pas tout ce qui se passe dans la danse. Enfin, je veux dire, il y a un côté, justement, et dans la fête encore plus. J'ai dit ça pour 2 exemples. Le premier exemple, c'est sur les Jeux Olympiques, puisque je rappelle que, je touche du bois, mais on a quand même eu au point de départ un ministre de l'Intérieur qui a expliqué qu'il ne pourrait pas y avoir festival ou pendant la période des Jeux Olympiques partout en France. Donc, ça ne s'est pas produit parce qu'il y a une mobilisation forte de la part de tout le monde, à la fois les élus, les professionnels. Bon, bref, donc on avait quand même cette espèce de crainte-là en disant, bon, bah, comme il va y avoir un énorme événement qui va demander beaucoup de sécurité, on va avoir ça. Et puis la deuxième chose quand même, c'est que, on parle des révoltes urbaines, moi il y a un truc que j'ai trouvé assez étonnant, c'est que on a eu, et on le voit sur le territoire francilien, beaucoup d'événements annulés, notamment des événements de hip-hop, dans le week-end qui a suivi les révoltes urbaines. En disant, pourquoi? Parce qu'on pense que quand il va y avoir un concert de hip-hop, on va dire ouais, bon, super, on va tout casser à côté. C'est pas simplement ça. C'est pas simplement ça. Il y a des événements qui ont été annulés aussi, en disant pour des raisons de sécurité, on va les annuler. Pourquoi on les annule là, à ce moment-là? Pourquoi on fait un lien de l'un par rapport à l'autre? Ce que je veux dire, c'est que parfois les questions qui sont les questions liées aux questions de sécurité, aux questions d'ordre, sont brandies par rapport justement au fait qu'on aurait des choses qui seraient des choses pas complètement contrôlées. Et c'est un vrai sujet derrière qui est de savoir comment est-ce qu'aujourd'hui on garde de l'espace pour des choses qui sont des choses non prévues. C'est ça qui est, je trouve, essentiel. Et par rapport à la question des politiques publiques, moi je le pose de cette manière-là. Aujourd'hui, du point de vue, en tout cas c'est comme ça que moi on voit plutôt les choses, du point de vue des élus, c'est pas simplement de réfléchir à qu'est-ce qui va être fait et quels sont les espaces qui vont permettre d'eux et comment on va décider qu'eux, mais comment on va garder des espaces qui vont, notamment sur le plan créatif, notamment sur le plan culturel, inventer des choses qui sont des choses peut-être pas forcément prévues au point de départ. Des choses qui surgissent de cette manière-là. Si on continue sur la question du hip-hop, si on n'avait pas construit le Forum des Halles avec des grands espaces de béton ciré qui, au point de départ, ne devaient pas du tout servir à ce que des gens qui, parce qu'ils prenaient le RER, pouvaient trouver justement des espaces, peut-être qu'on n'aurait pas eu la même chose du point de vue du hip-hop et du rap en France. Il suffit de regarder l'histoire. Et ce n'était pas prévu que ça se passe au Forum des Halles, parce qu'au point de départ, le Forum des Halles, ça devait simplement être un centre commercial. Donc c'est une vraie question aujourd'hui, je réagis un peu comme ça dans la discussion, mais c'est une vraie question aujourd'hui de savoir quels sont les espaces qui sont gardés justement pour des aspects qui sont des aspects de liberté et donc derrière des aspects de création, de rencontre, de fabrication du commun. Oui, et ça rentre dans la thématique du populaire, pour le coup, aussi, cette capacité de spontanéité, de prise en main des choses, pas forcément telles qu'elles ont été conçues à l'origine. Mais allez-y, vous vouliez parler. Oui, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, le mot était dit surgir. Je trouve que tout à l'heure, Olivia Granville l'a utilisé, ce mot, c'est ce mot de surgissement artistique. Je pense que c'est très important de laisser surgir l'art et donc laisser la place aux artistes d'aller dans ces endroits. On est sur ce questionnement de sortir des lieux et des nouveaux territoires de la danse, nouveaux, bon, je ne suis pas sûr qu'il soit si nouveau que ça, mais en tous les cas, de surgir, d'être dans le surgissement artistique. Oui, je pense qu'aujourd'hui, notre société a besoin de ça, a besoin qu'on investisse tous les lieux. Je parle, moi, de lieux de vie. La nuit, le jour, de décloisonner. C'est-à-dire qu'on est effectivement dans des habitudes et des codifications, et on le sait, lorsqu'on va à un spectacle qui est à 20h30, etc., de casser ces habitudes-là, être ailleurs, sortir de ces habitudes-là, sortir de nos lieux, être dans des lieux de vie, être à d'autres endroits et laisser et tout faire et se battre peut-être au quotidien, c'est peut-être ça aussi, pour que ces artistes-là puissent avoir cette place et qu'on puisse encore les accueillir dans ces lieux-là. Donc le surgissement artistique, oui, il me semble nécessaire. Oui, et partout, peut-être un endroit, un espace qu'on n'a pas évoqué, c'est celui de l'entreprise. Et en fait, ça questionne aussi la capacité à toucher des personnes en activité aussi, et dont l'activité peut éventuellement limiter la capacité à assister ou à prendre le temps de, je sais pas, accompagner un processus de création ou que sais-je. Et donc faire venir aussi l'art dans l'entreprise, ça peut être un moyen de toucher encore d'autres gens. Oui, je pense qu'il n'y a pas de mauvais endroits, il n'y a que des bons endroits pour ce surgissement artistique, mais pourquoi pas le monde de l'entreprise? On sait, alors je vais aller rapidement là-dessus, mais on sait bien évidemment que le monde de l'entreprise a changé, que les comités d'entreprise, comités d'établissement n'existent plus tels qu'ils sont aujourd'hui, et que ça fonctionne autrement pour d'autres raisons économiques, etc. Mais dans tous les cas, on a aujourd'hui beaucoup de lieux, ici c'est le cas, et beaucoup de lieux déploient une activité de mécénat, par exemple. C'est aussi tisser
de nouvelles relations avec le monde de l'entreprise et les salariés. On parlait tout à l'heure de ce qu'on fait des salariés dans nos théâtres, ce qu'on fait des salariés aussi de ces entreprises qui sont partenaires. Moi, j'ai rencontré plusieurs chefs d'entreprise qui m'ont dit j'ai pas envie on me voit et qu'on me perçoit que j'ai des invitations pour aller vers un spectacle. Qu'est-ce qu'on pourrait bâtir et faire ensemble? Et dans une relation construite avec cette entreprise et ce chef d'entreprise directement, j'ai compris que lui, il voulait aussi que ça soit en immersion dans son entreprise. Et donc, très vite, on a emmené une proposition artistique dans l'entreprise, auprès des salariés, et dans une pause entre midi et deux, qui était le moment de la cantine, le moment de l'entreprise, qui était dans ce lieu de vie, ce moment d'entreprise clé. On a ensuite bâti tout un programme et un parcours pour qu'on ne soit pas dans du one-shot et dans l'expérience unique, mais qu'on construise une relation, et c'était le début d'une relation. Voilà. Donc il y a aussi le monde de l'entreprise comme un lieu des possibles. Oui. Merci beaucoup. Si ça vous va, on va passer... Non, oui, allez-y. Et puis après, on va passer aux questions. Complètement. Je voulais juste, puisqu'on parle des nouveaux territoires de la danse, déjà, pour moi, je pense qu'il y a une question qui est essentielle, c'est la question du corps. Repenser les corps, repenser le corps, et du coup, la place des corps dans nos sociétés. Ça voudrait dire qu'il faudrait déconstruire peut-être Descartes, qui nous a dit « je pense donc je suis ». Donc pour lui, la pensée est avant justement le « je suis », l'être, le corps. Et cette question du corps en France, du coup, fait que, par exemple, moi, quand j'arrive et que je dis que je suis danseur, tout de suite, on pense que je suis un idiot. Hein. Ça veut dire que je ne pense pas, je n'ai pas la capacité à penser les choses et à avoir de l'abstraction autre que par mes simples émotions que je pratique dans la danse. Et bizarrement, là, aujourd'hui, par exemple, je suis le seul interprète, peut-être, danseur de ce panel. Et ce qui m'arrive très souvent, c'est qu'il y a pratiquement des gens qui produisent de la danse ou qui parlent de la danse, et très peu des gens qui font la danse au quotidien et qui la pratiquent et qui l'enseignent. Et parce que souvent, malheureusement, en France, ce que je ne vis pas aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, là-dessus, ils ont une plus grande ouverture, mais en tant que danseur et en tant que, du coup, un artisan du corps, il y a cette limite justement à pouvoir venir exprimer finalement, et Cathy l'a très bien dit tout à l'heure, la place des danseurs dans ce qu'ils veulent et dans ce qu'ils veulent proposer, et pas que ça soit toujours justement que ça vient d'en haut et des gens qui produisent et qui nous encadrent finalement à nous danseurs. Et ça, c'est pour moi, et ça c'est dû à l'impensé lié au corps. Ce corps, encore une fois, qui, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai dit oxymore, mais plutôt antinomique, hein, entre le psy et la danse. Principalement, entre guillemets, la position d'élite va plutôt au psy qu'aux danseurs. Hein, parce que, évidemment, comme, encore une fois, il y a un impensé lié au corps. Ensuite, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, une de mes plus grandes fiertés, c'est que lorsqu'il y a eu la Covid, ou le Covid, l'hôpital Avicenne, lors de du deuxième confinement, nous a rappelé, parce qu'ils nous ont dit qu'on était essentiel, que les femmes avec qui on travaille avaient besoin de nous et faisaient appel, et demandaient à ce qu'on revienne mettre en place nos ateliers. Et du coup, contrairement à mon autre aspect d'interprète, où j'étais devenu inessentiel, c'est-à-dire que je ne pouvais me produire sur scène, là, j'étais essentiel et j'intervenais alors que tout le monde était confiné. Je sortais, j'allais à l'hôpital au même titre que les autres professionnels de santé. Et j'étais devenu du coup un danseur professionnel de santé. Et ça, pour moi, c'est une vraie victoire parce que ça veut dire qu'on on était au même niveau d'essentiel qu'un médecin chirurgien dont tout de suite on se dit waouh, il a fait tellement d'années d'études. Si vous saviez le nombre d'années d'études que j'ai fait en danse, chirurgien. On aurait une vraie discussion. Et pour terminer, pour moi, il est important que il y ait
il y ait une fête de la danse nationale. Je ne comprends pas comment aujourd'hui il y a une fête de la musique depuis les années 80. Et on est tous très contents d'y aller, mais je vous assure que moi, quand je vais à la fête de la musique avec mes amis, c'est pas pour écouter de la musique, c'est pour danser. Et pour beaucoup de gens qui vont à la fête de la musique, ils vont aussi pour danser. Et il y a beaucoup de DJ qui se mettent dans des espaces où ils savent qu'ils vont pouvoir attirer un grand nombre de personnes qui vont pouvoir justement danser. Donc, pourquoi ne pas aller sur une fête de la danse qui serait un pendant de la fête de la musique et qui nous permettrait justement de pouvoir voir des spectacles à Chaillot, comme avoir des balles populaires devant au Trocadéro, comme pouvoir avoir des DJ qui vont mixer, des battles, et pouvoir en fait y avoir toutes les nuances de danse que l'on a en France, qui sont énormes. La danse, je pense, est une des deuxième plus grande pratique d'art en France. Et malheureusement, elle est toujours reléguée comme quelque chose d'inessentiel. Et donc, c'est pour moi une fête de la danse nationale qui serait sur le modèle de la fête de la musique, nous permettrait ainsi de pouvoir sortir et du coup de découvrir des nouveaux territoires. Et vous voyez, sur la fête de la musique, on ne l'a pas remise en question, malgré les révoltes. Il y a eu la fête de la musique, et la fête de la musique se tient tous les ans, depuis maintenant 1984, je crois. 82, merci. Donc on voit 41 ans, du coup, on voit véritablement sa puissance. Ce serait bien qu'on puisse y voir aussi maintenant la puissance de la danse à l'extérieur des espaces, mais aussi dans les espaces institutionnels. Voilà, merci. Bah super, on finit avec une proposition. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Juste là, au milieu, tout au milieu, en haut. Je voulais revenir sur la question du breakdance. Valentin, spectateur depuis de très très longue date par Monzévo. Merci. Je voulais revenir sur la question du breakdance et je remercie énormément Céline Gallet de l'avoir esquissé en quelques mots et d'avoir, à mon sens en tout cas, soulevé une problématique. Et sur peut-être que le mot n'est pas bon, sur la question de la récupération. Et pourquoi est-ce que la breakdance est au JO et pourquoi, sans doute ou peut-être, ne le sera-t-elle pas dans d'autres JO? Et ça pose la question des JO dits, j'insiste sur le terme dit, sur ces trois lettres, dits populaires. Et je viens de regarder, j'avais un doute sur, après c'est un autre débat, etc. Je reviens sur la question tarifaire, sur les places, y compris, je dis bien y compris, pour aller voir le breakdance. Je ne me souviens plus, j'avais essayé, etc. C'est hors de prix. Alors après, on va nous dire, oui, mais il y a des billets de tarification dite sociale, etc. Quand on voit sur le plan de la jauge, ce n'est pas les billets pour les classes sociales ou les classes dites populaires ne sont pas, bien évidemment, les meilleures places, etc., etc. Donc, moi, ça me met un peu mal à l'aise, cette question de la présence, entre autres choses, du breakdance et des JO qui seraient populaires. Voilà. Je vais répondre, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas un des plus grands turiféraires des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Il se trouve qu'ils ont lieu, les Jeux Olympiques à 2024 à Paris. Deuxièmement, le breakdance va devenir une catégorie olympique, donc il va rester après. Par contre, il y a d'autres catégories qui vont être introduites derrière. Le cricket aussi. C'est vrai. Bon, c'est peut-être pour le meilleur ou pour le pire, mais vous allez avoir le breakdance de manière régulière aux Jeux Olympiques. Quand je dis pour le meilleur ou pour le pire, c'est qu'il y a à la fois l'aspect qui peut être un aspect positif de la mise en avant du breakdance, et peut-être pour le pire, parce que ce qu'a dit Céline Gallet, c'est qu'effectivement, à un moment donné, ça peut peut-être aseptiser la pratique que ça peut avoir de ce point de vue-là. Non, mais il
il y a les deux aspects là-dessus, mais la question par rapport aux Jeux Olympiques et par rapport au fait que c'est ça, moi je vous ai juste faire le lien entre des endroits, puisqu'on parle de nouveaux territoires de la danse, dans lesquels vous avez des pratiques qui ne sont pas au point de départ des pratiques sportives, et où ça va. Ça va créer aussi, malgré tout, des synergies, ça va créer aussi des formes de reconnaissance, ça peut aussi créer, ou ça va créer peut-être aussi ce type de choses qu'il peut y avoir par rapport à une reconnaissance, je veux dire, institutionnelle, entre guillemets, ou médiatique par rapport à la question du breakdance. C'est aussi cette question-là qui est posée par rapport aux Jeux Olympiques. Après, sur la question des tarifications des billets sur les Jeux Olympiques, oui, vous avez des Jeux Olympiques dans lesquels les billets que vous pouvez acheter qui sont en vente sont des billets extrêmement chers, comme vous avez un autre sujet sur l'hôtellerie aussi, les chambres d'hôtel qui deviennent de plus en plus chères, et vous allez avoir une catégorie, une partie des billets qui seront achetés par les collectivités territoriales et qui seront là, mis à disposition par le biais des collectivités territoriales vis-à-vis d'un certain nombre de gens, et qui font que du coup, d'habitants, parce que c'est le terme qu'on utilise, et qui font que du coup, malgré tout, il y aura, je ne vais pas dire des JO populaires, il y aura un peu de brassage social par ce biais-là au moment des Jeux Olympiques. Donc écoutez bien ce que je dis. Après, bon, je ne savais pas que le truc était spécialement sur la question des Jeux Olympiques aujourd'hui, mais voilà, pour répondre un peu sur cette question-là et pour poser la problématique et pourquoi j'ai dit ce lien vis-à-vis des JO. Mais je ne crois pas que les nouveaux territoires de la danse aujourd'hui soient à mettre à l'aune des Jeux Olympiques. Si c'est ça que vous avez pensé dans mon intervention, à ce moment-là, je me suis mal exprimé parce que ce n'est pas exactement ce que j'ai voulu dire à travers ça. Le nouveau grand espace du développement de la danse, ce n'est pas les JO cet été en 2024 à Paris. Enfin, heureusement d'une certaine manière. Excusez-moi. Je peux poser ma question? Oui, bien sûr. Merci. Pour la poser, permettez-moi juste d'introduire un tout petit peu, si vous voulez bien, ce que j'ai pu comprendre de ce qui a été dit. Madame Céline Gallet, j'ai bien aimé quand elle a commencé en disant que sa posture, c'est de faire des allers-retours, finalement, entre l'en dedans et l'en dehors. Parce que c'était un peu l'origine du hip-hop, mais finalement, c'était un peu aussi l'origine de toutes les danses académiques. Trisha Brown a commencé dans la rue et elle a terminé son solo au Joyce Theater. Et Thierry Malandin, avec les danses traditionnelles basques, est académicien. Donc, la question de comment on va vers le populaire et comment nous, en petit comité aujourd'hui, ce faisant, je remarque qu'on parle de populaire, mais la communication a été très contrôlée pour savoir qu'il y avait un tel événement sur ce sujet qui est salvateur. Salvateur pour tous les acteurs qui cherchent justement à créer justement des ponts. Et donc, la question de comment nous, la danse institutionnelle, s'adresse-t-elle aux danses populaires. J'ai bien aimé aussi quand on a dit à un moment donné, tu pourras leur dire qu'il y a des programmes qui existent pour eux, mais peut-être que les eux, aller dehors, quand on arrive, ils n'ont pas envie de nous voir. On ressemble à des extraterrestres de la manière dont on se meut. Et peut-être que l'en dehors, donc c'est-à-dire la danse qui n'est pas dans les institutions et qui serait dite populaire, mais peut-être qu'elle s'est organisée, elle n'a pas attendu, elle est partie dans le médico-social. Aujourd'hui, elle est dans le digital, elle va dans le festif, elle va dans le clubbing. Donc, voici ma question. Comment la danse institutionnelle peut-elle accepter, toujours dans la tentative de continuer à se concilier avec le principe même de la vitalité de la danse, comment peut-elle accepter de se distancer des canons esthétiques de l'art? Certes, un danseur est un artiste, mais il n'est pas que art. Il y a effectivement ce phénomène du corps, et dans le corps, on y met tout. On ne va pas retourner sur l'histoire populaire, inclusive, handicap, queer et noir, attention. On ne va pas parler de ça. La question, c'est comment, de cette éducation de l'art, peut-on trouver la distance nécessaire pour continuer à concilier cette démarche autour de la danse, des danses populaires, et de les intégrer ou de s'intégrer, peut-être pas les intégrer, ou de s'intégrer. Voilà, merci. Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut répondre? Céline? Vas-y. Okay.
Alors moi, je ne voulais pas froisser l'histoire de la danse. Je ne suis pas historienne de la danse. Je fais partie d'un collectif qui dirige une institution depuis 4 ans et qui parle de son endroit, à savoir la maîtrise qu'on peut avoir de la connaissance de nos champs esthétiques et des champs historiques qui y sont reliés, et qui justement interroge énormément la question non pas des danses dites institutionnelles, mais des danses dites académiques, au regard des danses dites autodidactes qui se transmettent de pair à pair, et qui pour nous, dans les enjeux actuels, représentent un potentiel de redéploiement des visibilités d'artistes et des protocoles de travail. Voilà. Nous, notre sujet, c'est l'autodidaxie, dans le sens de qu'est-ce que ces artistes issus de trajectoires déviées, de ruptures, d'autres façons, de déscolarisation, pour la plupart, on peut le dire, qui ne se sentent pas à leur place dans l'enjeu institutionnel ou qui ne souhaitent plus être en lien avec l'institution, parce que ça, on en parle assez peu finalement, sont en capacité de proposer aujourd'hui. C'est complémentaire. Nous, on est toujours dans les complémentarités, puis on s'appelle faire. Je pense qu'il y a un indicateur dans le titre. Donc moi, vraiment, je parle de mon endroit, de l'endroit de 40 ans d'histoire de la danse hip-hop en France qui existe aujourd'hui et qui, encore aujourd'hui, est le moteur international parce qu'il y a paradoxalement une politique de service public. Il n'y a pas de hip-hop sans institution française, il n'y a pas de hip-hop sans financement. Quand on en arrive au JO, si j'en reviens à la question, je vais essayer de relier les choses et puis après quelqu'un pourra réagir. Parce que je suis désolée, la question elle était à tiroir et du coup, j'ai pas le... Voilà. En effet, qu'on a tous conscience, tous et toutes conscience que le breakdance au JO, c'est avant tout quelque chose qui donne une visibilité mainstream et qui va amener à cloisonner de manière disciplinaire et codifiée une façon de danser. Voilà, et de dire à tout le monde qu'il y a une reconnaissance. Nous, la question qu'on a posée assez rapidement, c'est évitons de faire d'une opportunité un opportunisme et de mettre tous les crédits jusqu'en juillet 2024 et de passer à autre chose derrière. C'est vrai que la place, elle est à 180 € pour aller voir un battle à la Concorde. Bon, nous, on a déjà du mal à faire payer 5 € quand on en fait un. Mais comme le ministre des Transports nous a tous incités à quitter Paris, autant vous dire que ce n'est pas nous qui sommes visés dans les catégories des personnes qui vont assister aux Jeux Olympiques. Donc, de toute façon, je crois que... Voilà. Je ne sais plus, en fait, là, je suis perdue dans les questions. Et en fait, je suis assez désolée. Oui, en fait, ça me désole un peu qu'on parle beaucoup du hip-hop parce que je ne crois pas que ce soit le sujet. Le sujet, c'est la danse. Nous, on représente... Enfin, moi, je représente un collectif qui défend un corpus qui lui-même va venir frictionner avec d'autres corpus. On parle du ballroom, on parle de l'électro, enfin, on va parler des danses de club. Elles ne le sont pas, mais sur leur modalité de relation et de sociabilité, elles deviennent quand même assez similaires. Et on peut en effet parler de ces espaces qui nous échappent et dont l'institution qui a cloisonné quand même, et déterminé et hiérarchisé, et aujourd'hui nous demande de faire des ponts entre des choses qui finalement existaient de par ailleurs avant. Donc on doit recréer des choses qui existaient déjà. Voilà, ces questions-là. Est-ce qu'on doit organiser des ballrooms dans des scènes nationales? Je n'ai pas la réponse. C'est une communauté qui existe d'elle-même. Mais elle a par contre, dans ses fondamentaux, la nécessité qu'on en prenne soin et qu'on reconnaisse sa légitimité et qu'on l'accompagne et qu'on prenne en considération les personnalités, les personnes qui vont émerger de ces communautés-là. Merci. Oui, Boléwa. Moi aussi, j'ai un petit peu compris, comme l'a dit Céline, c'était une question à tiroir, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup du hip-hop, parce que quand on entend populaire, hein, le hip-hop vient, malgré bon gré, le hip-hop n'a pas besoin des scènes nationales pour exister. Elle existe et elle continue d'exister toujours, même si elle est toujours menacée. On essaye là de nous mettre un diplôme d'État pour pouvoir l'enseigner maintenant, comme quoi on veut la rendre académique pour pouvoir mieux la contrôler, alors qu'elle est, par essence, elle est incontrôlable et elle est populaire. Mais si j'ai bien compris, pour moi, la question, c'est plutôt comment l'académie redevient populaire. Comment les danses dites institutionnelles,
elles reviennent dans la rue. Moi, quand je vais m'entraîner devant une vitrine de magasin parce qu'on n'a pas de salle ou autre, j'y vois rarement des danseuses classiques ou des danseurs contemporains ou d'autres formes de danse institutionnelles. Par contre, j'y vois des danseurs hip-hop, j'y vois des danseurs afro, j'y vois d'autres formes de danse, les danses électro aussi. Et donc dans ces univers-là, le populaire, c'est même pas, on n'y pense pas parce qu'on est populaire de base. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, la question, c'est plutôt comment les danses institutionnelles, je pense, elles redeviennent populaires et se réintéressent à la culture de la rue en général et puissent se transmettre aussi peut-être de pair à pair, comme le disait si bien Céline, plutôt que d'avoir forcément ces diplômes d'État qui nous obligent à devoir passer par une académie, une école, pour pouvoir les rencontrer, pour pouvoir les pratiquer. Et ça, aujourd'hui, moi, je n'en ai pas la réponse, puisque je suis plutôt de l'autre côté de la barrière. Mais je pense qu'elle est très intéressante, cette question-là, parce que trop souvent, et je le vois aussi malheureusement dans des pièces de danse hip-hop, où on est obligé d'adopter des codes des danses institutionnelles, donc qui n'est pas forcément un mal en soi, mais qui dénature les danses populaires pour pouvoir rentrer dans le cadre institutionnel et dans l'esthétisme institutionnel qui est attendu. Donc c'est là où pour moi, oui, si c'était ça la question, je pense qu'il faut faire redescendre du piédestal les danses institutionnelles pour qu'elles redeviennent comme elles ont toujours été des danses populaires. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord, Cathy. Il n'y a pas de... Non, mais juste, c'est pour rigoler. On a le droit d'exprimer un avis sans forcément parce que du coup, je pense que toutes les danses n'ont pas à être populaires. Je pense qu'il y a des sphères de travail qui peuvent être des sphères qui ne sont pas à large bande passante, et c'est pas grave. Et il faut que ça existe. Après, que du coup, elles se préoccupent d'être communiquées et de partager, ok. Mais si tu veux, je pense qu'il faut arrêter aussi avec ça. Je pense qu'il peut y avoir des chants qui sont des chants un peu secrets, un peu... voilà, et que c'est très bien. Ça, voilà, mais ma pour moi, chose. les danses à la base sont communautaires. Donc à la base, la danse est communautaire. Mais et qui dit communautaire dit populaire. Ça va ensemble. Alors si tu dis comme ça, d'accord. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas se permettre d'avoir juste des danses qui soient secrètes et qui du coup ne participent pas à la communauté et des danses qui ont une... Non, mais les communautés peuvent être restreintes. Oui, voilà, oui, c'est ce que je dis. Totalement. Voilà. Mais c'est après, pour ça la que... deuxième chose que je voulais dire, c'est aussi que il y a beaucoup de danseurs qui aujourd'hui échappent totalement à nos regards d'institution parce qu'ils ont des modes économiques, ils ont des modes de production dont ils se foutent totalement de ce qu'on peut faire dans l'institution. Il y a des modèles, moi il y a plusieurs chorégraphes et pas que chorégraphes, qu'on a commencé à accompagner, mais parce que du coup on leur a dit, mais en fait, tu sais, il y a de l'argent public, tu peux aussi essayer d'imaginer autrement ton travail. Mais du coup, via entre autres l'existence sur les réseaux sociaux, via aussi la question des danses en particulier qui sont dans des lieux, on va dire, qui sont des lieux d'expression ou de partage de la danse, et il y a du coup une économie qui se développe, qui est en dehors de l'institution. Et moi, je pense, et quand je disais tout à l'heure, je pense que ce qui est déjà là et ce qui existe a besoin de notre attention si nous voulons, nous, rester vivants. Voilà, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut aller. Voilà. Sauf que quand tu dis ça, Cathy, tu oublies que ces personnes-là qui sont du coup à la marge des institutions, forcément après, derrière, et pour prendre mon cas, sont très précarisées.
ils sont très précarisés. Ils ne veulent peut-être pas parce qu'ils savent à quel point ils sont, et de toutes les manières, ça va être la croix et la bannière. Mais au fond, si il n'y avait pas une telle centralité des danses, eh ben, peut-être qu'ils iraient plus vers les institutions. Donc, ils ne veulent pas parce qu'ils ils veulent garder un côté révolutionnaire. Je dis qu'ils sont là. Ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Je ne dis pas qu'ils ne veulent pas, je dis qu'ils sont là et que c'est à nous à faire en sorte que du coup on puisse leur donner les moyens de leur travail et de se développer et n'être plus précarisés. Mais je dis que ça existe. Voilà, c'est tout ça que j'ai dit. Mais ça a toujours existé. Mais... Merci à vous deux. Est-ce qu'il y a une dernière question? Il y en a une là. Oui. Il y a quelqu'un qui a dû lever la main aussi. Ici, là. On n'a pas le temps pour plusieurs questions. On va déjà donner la parole à la... Non, c'était plus bas. Bon, je vous donnerai la parole après. Allez-y. Bonjour, Sonia, chorégraphe de la compagnie Blast. Moi, je m'interroge juste sur la place du digital. Je suis assez surprise qu'on n'ait pas évoqué la question. Je vous interromps tout de suite, parce qu'en plus, l'heure commence à tourner. Il y a un module entier d'1h30 cet après-midi sur ce sujet. Ok, très bien. Voilà. C'est parfait. Merci. Et si vous voulez bien descendre, du coup, il y a une dame un peu plus bas. Merci. Oui, bonjour. Je m'adresse à Frédéric Ocard ainsi qu'à Caroline Bess. Je voudrais d'abord, je vais commencer par Frédéric Ocard, si je prononce bien votre nom de famille, je ne sais pas. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, quand vous parlez de liens qu'il faut tisser entre les lieux de fête et, les lieux de fête et nous-mêmes, donc, apparemment, vous vous adressez, est-ce que vous créez des emplois et vous formez pour des personnes dans le domaine de la communication? Ou est-ce que vous passez directement par des réseaux sociaux, des relations, et puis c'est tout? Alors, moi, je ne fais rien personnellement directement là-dessus. C'était ce que peuvent faire des collectivités, ou c'était dans la discussion qu'on avait là. Ce que je disais par rapport aux lieux qui étaient lieux de fête, c'était peut-être que c'était le début de mon propos. Il y a une pratique, par exemple, de la danse. Je prends un exemple, les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit qui sont considérées comme des lieux de dancing, de boîtes de nuit. C'est en fait des salles de concert de nuit, c'est-à-dire, pour la plupart, une bonne partie, c'est des lieux dans lesquels se produisent des artistes et des gens dansent, et dans lesquels il y a une pratique de danse, qui est une pratique populaire ou pas populaire, bref, en tout cas une pratique large. Là, pour le coup, on sort un peu du hip-hop, on est dans le domaine de l'électro plus souvent. C'est en ça que je disais qu'il y avait peut-être des liens à faire entre, par exemple, ces lieux-là et peut-être des lieux plus institutionnels qui étaient ce qu'on appelle les boîtes noires ou ce qu'on appelle les centres chorégraphiques. C'était ça mon idée. C'était de dire comment est-ce qu'on pouvait créer ce lien-là. Et comment est-ce que, mais les exemples ont été donnés aussi, la fête qui réunit les gens, et peut-être ça peut surgir parce qu'à un moment donné, c'est des gamins qui se retrouvent à un endroit dans lequel par ailleurs il y a une guinguette, ou ce qui avait été décrit par Cathy tout à l'heure, c'est des temps qui s'organisent comme ça. Mais quand je donnais cet exemple-là, c'était on travaillait, réfléchir sur les nouveaux territoires de la danse. Je disais, il y a ces nouveaux territoires de la danse qui existent. On a parlé du confinement. Le confinement fait qu'il y a par exemple un certain nombre de clubs à Paris dans lesquels vous avez du théâtre maintenant. Moi, j'ai été voir, le truc n'était pas exceptionnel du point de vue de sa qualité de ce qui était fait, mais moi, j'ai été voir des lectures de textes mises en espace des poèmes de Michel Houellebecq au Rex Club. Bon, voilà. Le Badaboum, haute boîte de nuit à Paris, vous avez un spectacle qui va être monté à la scène nationale de Clermont, qui est créé, je crois, début décembre, qui a été créé au Badaboum, donc dans une boîte de nuit. C'est en ça que je disais qu'il y avait des liens à créer et à faire de ce point de vue-là. Quand à un moment donné, on était sur quelque chose, du point de vue de la danse, sur le partage, sur le côté populaire. Après, je pense que ça aussi crée des synergies, parce que vous avez des
des endroits où vous avez, par rapport à ces lieux-là, sur le plan économique, qui fonctionnent évidemment de manière totalement différente, parce que vous avez un modèle qui est un modèle plus privé et un modèle qui est un modèle évidemment plus subventionné. Et je n'oppose pas l'un à l'autre en disant pas besoin de subvention, il n'y a qu'à faire tout dans le privé, tout ça. Je n'ai pas du tout mon propos de ce point de vue-là. Mais à un moment donné, il y a des synergies à créer de ce point de vue-là. Et si on parle de sortir des lieux de nouveaux territoires, c'est à cet endroit-là qu'il faut aller. Et c'est de cette dynamique-là, à mon sens, qu'il faut y aller. Et la fête peut être un des moments qui permet ça. Voilà. Merci. Vous avez une question pour Caroline, c'est ça? Excusez-moi, c'est à Caroline Bess. Je vais être très très rapide. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous entendez par former les élus? Alors, j'avais pas dit former les élus, j'étais sur former les médiateurs, les médiatrices. Voilà, c'est ça. Mais les médiateurs et les médiatrices, mais enfin, il nous arrive aussi au Franca de former les élus. Notamment, l'autre jour, j'ai animé, rien à voir avec notre propos, mais enfin, j'ai animé une formation d'élus sur la question valeurs de la République et laïcité dans le cadre du plan déployé par l'Agence nationale de cohésion des territoires, parce que les élus aussi ont besoin d'avoir quelques... Voilà. Former les élus peut arriver, puisque... Alors, je me permets, je suis femme d'élu, donc je parle d'autant plus de quelque chose que je vis au quotidien. L'élection ne rend pas compétent sur tout. Oui, je suis désolée. Je suis désolée. Et puis, un mandat, il faut se l'approprier. Et puis parfois, on se retrouve élu à l'éducation ou élu à la culture parce qu'on a une appétence sur le sujet. Mais de là à décrypter comment s'organise techniquement une politique éducative, une politique culturelle, j'aimerais d'ailleurs qu'elle soit tellement liée, ce serait tellement formidable, ça s'appellerait le projet éducatif global pour l'enfance et la jeunesse. Il y a des fédés d'éduc-pop qui disent ça depuis des années, ce serait fabuleux. Voilà. C'est aussi comprendre comment fonctionne, tu as parlé un petit peu là il y a quelques instants, j'ai entendu de subventions, comment comprendre l'empilement des financements, à quel moment la collectivité va financer dans le cadre de sa compétence obligatoire ou de ses compétences facultatives, et comment ce financement va venir se croiser avec des financements d'État ou pas, du mécénat. Alors après, la question du mécénat peut poser éventuellement des questions éthiques aussi. Voilà. Donc la formation des élus, je ne l'avais pas abordé, mais c'est un élément. Est-ce que ça fait des nouveaux territoires? En tout cas, ça peut sensibiliser. Voilà. La question de la formation des médiateurs, des médiatrices, voire des artistes, c'est de se dire effectivement, tout à l'heure je crois que c'est toi Cathy qui a dit un artiste, il est là pour le... Et c'est l'essence même, il est là pour avoir une pratique et des compétences artistiques que moi je n'ai pas. Et en revanche, j'ai des compétences pédagogiques que l'artiste ou le médiateur, la médiatrice n'a pas. Et c'est comment, ensemble, on va dans un... c'est de l'éducation populaire, dans un échange de compétences et de connaissances, faire qu'on va atteindre des objectifs qui nous ont semblé faire commun ou être pertinents pour émanciper des enfants et des jeunes. Et la formation des animateurs, c'est quand des équipes, on l'a fait ici à Chaillot il y a quelques années, on a été reçus toute une journée avec un groupe de stagiaires BFD, donc les BFD, ce sont les directeurs des centres de loisirs, les directrices des centres de loisirs. On a assisté à un spectacle, et puis on a pratiqué un atelier. La compagnie a accepté, après le bord de Seine, de nous recevoir dans un atelier. Et on a pratiqué voilà, un moment de danse. Et puis ensuite, on a échangé sur, eh bien, si je viens avec un groupe d'enfants, est-ce qu'il faut d'ailleurs ou pas avoir dit quelque chose avant? Qu'est-ce qu'il faut avoir dit? Est-ce qu'il faut avoir parlé du lieu? Ce matin, on a évoqué le fait que, alors, d'autant plus ici, c'est monumental. Est-ce qu'il faut avoir parlé du sujet de la pièce? Et là, il n'y a pas réponse oui ou réponse non. Il y a peut-être, en fonction de l'objectif et du moment où la venue des enfants s'inscrit dans un projet, dans un parcours long, il faut le faire ou pas. Je pense que la réponse est là, pour ma part. En tout cas, c'est ma posture pédagogique, d'être dans le cousu humain et pas dans le tout près. Voilà. Moi, je veux bien, c'est parce que l'heure déborde allègrement, mais écoutez, je ne vous entends pas. Bon, ce sera la dernière question. Allez Léa.
Désolée. Allez-y, mais soyez pas désolés. En fait, c'est pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait d'avoir de nouveaux territoires. Et le souci, je trouve, aujourd'hui, c'est qu'il y a des événements un peu partout dans Paris qui sont autorisés autour de la musique et autour de la danse. Et bien qu'ils soient autorisés, ils se retrouvent annulés aujourd'hui par les forces de l'ordre un peu partout dans Paris depuis un petit moment. Et donc déjà, je vous remercie chacun d'entre vous parce que vous arrivez à faire passer la musique, la danse et le lien humain auprès des personnes en général. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est le seul moyen pour le faire passer. J'ai l'impression qu'on parle de conquérir de nouveaux territoires, alors qu'aujourd'hui, en France, quand on le fait, en général, on se fait frapper, quoi. Oui. Voilà. Donc, comment on fait aujourd'hui ? Pour répondre très rapidement, j'en ai parlé tout à l'heure sur la question de la liberté, parce que pour moi, c'est une liberté. Danser, sinon nous sommes perdus, comme disait une grande chorégraphe. Je passe mon temps comme adjoint à la vie nocturne, puisque souvent ça se passe le soir, à batailler au sens intellectuel du terme, pas physiquement, avec la préfecture de police pour qu'on puisse avoir des espaces pour ça. C'est pas simple, y compris parce que le post-confinement a créé aussi une habitude, parfois des habitants, en disant « not in my backyard », je veux bien aller faire la fête, mais que ça n'y ait pas de bruit en bas de chez moi. C'est devenu plus compliqué, il faut reconnaître, parce que bon, les images des canards sur l'avenue de l'Opéra pendant le confinement, c'est formidable, mais on ne peut pas vivre avec des canards sur l'avenue de l'Opéra. Enfin, je veux dire, il y a une contradiction de ce point de vue-là. C'est plus dur, mais voilà. Sur le plan personnel, c'est une bataille au quotidien que de permettre ça, parce que, encore une fois, je le redis, c'est un espace de liberté. C'est un espace de fabrication du commun. Je ne reprends pas tout ce qui a été dit sur ce sujet-là. Et merci à tous ceux, et notamment merci aux artistes, de permettre de créer cet espace de liberté, parce que, notamment en ce moment, on en a vraiment besoin. Merci pour votre réponse. Voilà, merci beaucoup, on va s'arrêter là.